La suite du chapitre, dossier 2, ménage et entreprise. Donc on va s'intéresser plus en détail aux deux acteurs au cœur du circuit du financement économique, à savoir les ménages et les entreprises. Donc dans cette vidéo-ci, nous allons nous concentrer sur les ménages et la répartition qu'ils opèrent de leurs revenus disponibles, à savoir qu'en fonction de ce qu'ils font de leurs revenus disponibles, eh ben, ils vont dégager soit un besoin ou une capacité de financement. Donc les objectifs de cette vidéo, c'est bien d'étudier ce comportement. Donc comment de vraiment comprendre que ce besoin ou cette capacité de financement va dépendre de la répartition du revenu disponible des ménages. Donc à savoir, est-ce que les ménages consomment plus qu'ils n'épargnent ou est-ce qu'ils épargnent suffisamment? C'est ce qu'on va voir ici. Ensuite, comprendre que les ménages ont des comportements différents, donc que certains vont davantage épargner que d'autres, et ce en fonction de différents facteurs. Et enfin, comprendre que ce soit qu'ils dégagent en tout cas une capacité de financement ou pas, les ménages, pour combler leurs besoins de financement, vont avoir recours au crédit. Alors document 1, donc l'objectif de ce document, c'était bien de comprendre comment et pourquoi un ménage dégage des besoins ou des capacités de financement. Donc petit rappel d'un cours de seconde que certains ont suivi. Le revenu disponible, donc tout part de ce revenu disponible. Donc un petit rappel sur la composition de ce revenu disponible. Donc le revenu disponible, on l'obtient dans un premier temps grâce au revenu primaire, qui je le rappelle euh, correspond aux revenus du travail, donc les salaires. Ensuite des revenus de la propriété, des revenus, on peut aussi appeler des revenus du capital. Et enfin des revenus mixtes, auxquels s'ajoutent les revenus de transfert. Donc il s'agit ici des prestations sociales, les allocations familiales, le RSA, etc. Et à tout cela, on note les impôts et les cotisations sociales. Donc après avoir fait ces opérations, donc on vérifie bien qu'on obtient bien le total pour le revenu disponible des ménages. Donc il s'agit ici de l'ensemble des ménages en milliards d'euros, hein, ce qui explique les sommes élevées. Donc on a un revenu disponible brut des ménages en France en 2017 de 1389 milliards d'euros. Alors que fait-on de ce revenu disponible? Eh bien, soit on le consomme, soit on l'épargne. Donc ici, la consommation représente quand même une grosse part de ce revenu disponible, à savoir 1191 milliards d'euros. L'épargne, elle, ne correspond qu'à 198 milliards. Ok, donc à savoir que la consommation, alors ainsi que le niveau d'épargne vont dépendre du niveau de revenu disponible. Alors il faut savoir que même si on comptabilise quand même un niveau d'épargne brut pour l'ensemble des ménages, tous les ménages ne disposent pas d'une épargne. Ça dépend du niveau de revenu disponible. Je vous l'explique, je vous donne des exemples. Vous avez vous êtes une personne seule, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes rémunéré au SMIC, donc vous touchez à peu près 1200 euros. Sur ces 1200 euros, vous allez devoir payer votre loyer, qui constitue une dépense de consommation. Donc un loyer, on va dire un bon loyer de 600 euros. Donc vous ôtez 600 euros de votre salaire. Donc il vous reste la moitié, auquel il faut payer les factures d'électricité, d'eau, d'internet, etc. Donc 200 euros. Donc là, vous avez déjà enlevé 800 euros. Donc il vous reste 400 euros. Il faut faire les courses, 300 euros par mois. Et donc à la fin, il vous reste quoi? 100 euros pour les petites dépenses, l'essence, les frais quelconques qui peuvent se rajouter. Donc vous voyez bien qu'un petit revenu disponible va être consommé entièrement. D'accord? Donc ici, la propension à consommer sera de quasiment 100% pour les revenus, pour les ménages les moins aisés. Donc les ménages les moins aisés consomment la totalité de leurs revenus pour satisfaire les besoins primaires.
Votre revenu augmente, maintenant on prend le cas inverse, vous êtes une personne seule, vous avez 6 000 euros, donc oui, vous allez consommer plus. Vous pouvez vous permettre ici de consommer, on va dire, 3 000 euros. Donc, contrairement au ménage précédent qui consommait à hauteur de 1 100 euros, vous allez quasiment plus que doubler, vous allez consommer 3 000 euros. Mais ces 3 000 euros ne représentent que la moitié de votre salaire, de votre revenu disponible, je veux dire, pardon. Donc, pour faire simple, j'ai associé revenu disponible et salaire, hein, on suppose ici on a rajouté certains, donc on a même, oui, on a pu rajouter revenu de transfert, on a enlevé les impôts et cotisations, etc. Donc, ces 3 000 euros de consommation ne représentent que la moitié de votre revenu disponible, et du coup, bah, il vous reste 3 000 euros que vous pouvez épargner, chose que ne pouvait pas faire le ménage précédent. Donc tout dépend du niveau de ce revenu disponible. Donc on devine déjà bah, que l'épargne, la possibilité de se constituer une épargne, bah, elle est bien liée au niveau de revenu. Les ménages les plus riches, donc ça on va le voir dans le document suivant, sont plus en mesure d'épargner que les ménages les moins aisés. Que fait-on de l'épargne ensuite? Euh, on constate que ben, ici, formation brute de capital fixe. Donc, l'épargne, elle sert à financer des dépenses liées à un logement. Alors, attention ici, parce que un ménage qui va épargner, même s'il dégage un niveau d'épargne, on va dire, plus ou moins important, je doute fort qu'un ménage puisse épargner de façon à pouvoir s'acheter un logement avec cette épargne. D'accord? Donc, en général, les épargnes, elles prennent la forme de livret A, de PEL, de plan épargne logement, qui vont vous permettre ben, d'effectuer des petites dépenses futures liées au logement ou non. En général au logement, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé plan épargne logement. Donc, que ce soit que vous dégagez une capacité d'épargne ou pas, en général, vous allez devoir avoir recours au crédit pour vous payer un logement par exemple, pour vous acheter une maison, pour vous acheter une voiture. Donc pour les gros postes de consommation qui nécessitent de gros fonds, eh ben, que vous ayez une épargne ou pas, vous allez devoir avoir recours au logement. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité de financement, bah, elle dépend de cette capacité à épargner. Plus votre revenu disponible est important, plus vous allez être en mesure d'épargner. Vous allez certes utiliser une partie de votre épargne pour certaines dépenses, et cette épargne, eh ben, elle va vous permettre de dégager une capacité de financement. Par ailleurs, le fait que vous ayez une capacité de financement ne vous exempte pas d'avoir recours à un crédit. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que le besoin ou la capacité de financement dépendent de cette répartition que l'on fait du revenu disponible, à savoir entre consommation et épargne. Certains ménages vont préférer se comporter comme une cigale, c'est-à-dire consommer, consommer. Certains ménages vont préférer se comporter comme une fourmi, à savoir épargner, mettre de l'argent de côté pour différents motifs, des motifs de précaution ou autres, etc., sans entrer dans le détail. Toutefois, même si je suis en mesure d'épargner, c'est-à-dire que même si je dégage une capacité de financement, eh ben, je peux quand même avoir recours à un crédit. Et donc, cela signifie que je suis tout à fait en mesure de me retrouver endettée, même si je dispose d'une épargne. Alors, l'épargne, elle va être différente en fonction des ménages. Ce qui nous amène ici notre document 2. Donc comprendre que le comportement d'épargne n'est pas le même pour tous les ménages. Donc cela dépend de deux facteurs. Lequel, donc en fonction du niveau de revenu, ce dont je parlais précédemment, et en fonction de l'âge. Donc on va voir qu'en fonction de ces deux facteurs, on a des disparités entre les ménages et ainsi que leur capacité d'épargne. Donc le taux d'épargne pour l'ensemble des ménages français est équivalent à 16,70% du revenu disponible brut. Ou alors 16,70% du revenu disponible brut de l'ensemble des ménages en France est épargné ou fait l'objet d'une épargne.
Alors, qu'est-ce que l'on constate ici dans ce premier graphique? Donc ici, on a les différentes tranches. Donc on a les 20% les plus pauvres, les 20%, 40% des plus pauvres, et ensuite 20% des plus riches. Donc c'est ce qu'on appelle les, les, les quantiles. Donc ce sont des outils statistiques qui nous permettent d'étudier une série statistique. Donc qu'est-ce que l'on constate? Eh ben, ici, si on prend les 20% des plus pauvres, donc leur taux d'épargne est équivalent à 3%. C'est-à-dire que ils épargnent uniquement 3% de leur revenu disponible brut, ce qui est quand même relativement peu, alors que les 20% des plus riches épargnent quasiment 30% de leurs revenus disponibles. Donc ici, ce que l'on peut constater, c'est que plus notre revenu disponible augmente, plus le taux d'épargne augmente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc un revenu conséquent, un revenu plus important nous permet de satisfaire nos besoins primaires, nous permet de satisfaire quelques besoins secondaires, mais en général, plus votre revenu augmente, et plus votre propension à consommer va être moindre, d'accord? Donc je repars de mon exemple, j'ai 1100 euros de revenus disponibles, eh ben, je vais vraisemblablement être amenée à le consommer entièrement. Donc ma consommation va représenter 100% mon revenu disponible. Maintenant, j'ai un revenu disponible de 6000 euros. Bon, je vais clairement augmenter mon niveau de consommation, peut-être 3000, 4000 euros, mais en tout cas, à la fin, il va me rester 2000 euros. Et donc, ma consommation ici, elle va représenter du coup 3000 sur 6000, me représenter que 50% de mon revenu disponible. Donc, le reste va me servir à l'épargne. D'accord? Donc, ça, c'est le premier facteur qui explique les différences d'épargne. Ensuite, on peut aussi faire le lien avec l'âge. Donc, qu'est-ce que l'on constate ici? Eh ben, quand on a moins de 30 ans, eh ben, on épargne beaucoup moins que lorsque l'on a 40 ou 50, 59 ans. Pourquoi? Eh ben, de toute façon, quand vous avez moins de 30 ans, vous venez d'entrer dans la vie active, vous êtes probablement en CDD, vous êtes probablement rémunéré, on va dire, au SMIC, ou un revenu beaucoup moindre que celui que vous aurez à cet âge-là. Donc du coup, vous n'êtes pas en mesure d'épargner énormément. Cela s'ajoute la psychologie de la jeunesse, où les dépenses de consommation on va dire, sont beaucoup plus importantes dans la mesure où on a besoin de consommer, les dépenses liées aux loisirs, euh, les dépenses liées à tout autre motif, hein. Et du coup, plus on avance dans l'âge, donc 30, 39 ans, 40, 49 ans, donc il faut, voilà, plus vous avancez dans l'âge, plus vous avez de fortes chances d'être plus stable dans votre vie active, d'avoir une rémunération plus importante, à savoir que votre rémunération la plus importante va correspondre à celle de votre fin de carrière. Et à ces âges-là, donc à partir de 30 ans, se pose la question, est-ce que j'achète une maison ou pas? Donc vous allez commencer à vous projeter dans l'avenir, et les besoins, en tout cas d'investissement, vont se faire sentir, d'où la nécessité de mettre de l'argent de côté. Après, je ne dis pas que tous les individus âgés de 30 à 40 ans sont dans la même psychologie, mais en tout cas dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à 60 ans? Boum, on a une nette diminution du taux d'épargne. Pourquoi? Eh bien parce que on entre dans l'âge de la retraite, où non seulement le niveau de revenu diminue, ce qui va clairement diminuer votre capacité à épargner, mais du fait aussi de votre âge, vous allez peut-être être amené à avoir de nouvelles dépenses. Je prends des exemples. Vous avez 60 ans, vous vivez dans une maison qui n'est pas encore adaptée à des soucis de santé. Jusque-là, vous étiez jeune, vous ne posez pas la question. Mais là, vous vous rendez compte que vous avez une baignoire et que vous allez peut-être être amené à changer, à avoir une douche.
des petites choses comme ça. Vous allez peut-être augmenter vos dépenses liées à la santé, notamment les dépenses qui ne sont pas remboursées, etc. Donc vous allez avoir un certain nombre de dépenses auxquelles vous n'avez pas à faire quand vous étiez. On constate une légère augmentation. Donc là ici, j'ai pas de facteur explicatif particulier. Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a deux facteurs euh, qui, euh, qui influencent, euh, le comportement d'épargne, à savoir hop, donc le revenu, le montant, le niveau des revenus et l'âge. Donc pour ceux qui veulent approfondir, vous pouvez vous renseigner sur le cycle de vie. D'accord? Donc le cycle de vie de Modigliani. Donc en gros, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de revenus. Vous êtes surtout dans la consommation. Vous avez besoin de dépenses de consommation au niveau de vos études, au niveau de vos loisirs, etc. Donc vous n'épargnez pas, vous ne faites que consommer. Ensuite, vous entrez dans votre vie active où là, vous stabilisez, où vous avez des projets d'investissement, des projets immobiliers, vous avez des enfants, vous inquiétez de l'avenir, donc vous allez changer vos comportements, donc vous allez moins dépenser dans certains postes, peut-être plus dans d'autres, et vous allez commencer à mettre de côté. Et ensuite, vous quittez la vie active, vous allez devoir puiser dans votre épargne. Et du coup, là, donc votre comportement d'épargne va diminuer parce que vous allez puiser dans votre épargne et vous allez consommer de nouvelles choses, etc. Qu'un ménage ait une capacité de financement ou pas, à un moment donné, ils vont avoir recours au crédit. Donc c'est le moyen principal pour combler en tout cas leurs besoins de financement. Alors dans ce document, on a plusieurs choses. Donc on a d'une part le taux de détention. Donc le taux de détention, c'est bien le nombre de ménages ayant contracté un crédit sur le nombre total de ménages. Ensuite, on a une indication sur l'évolution du taux d'endettement, donc c'est le montant de la dette rapporté aux revenus disponibles bruts. Et enfin, le profil type des ménages surendettés. Donc ici, on a davantage quelque chose de péjoratif. Le surendettement, cela ne présage rien de bon en général. Alors, ici, ce que nous montre ce document, donc ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, même si on constate qu'on a une légère diminution du taux de détention, sûrement liée à la crise de 2008, et on constate que presque la moitié des ménages détiennent un crédit en 2016. Donc, même si certains ménages ont une épargne, cela ne les empêche pas d'avoir recours au crédit. On le voit ici, crédit immobilier, crédit à la consommation. Ensuite, deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le montant de la dette donc, est quand même très important, 93,9% du revenu disponible, et correspond à la dette. Alors, comment se fait-il que le taux d'endettement augmente alors que le taux de détention diminue? Alors même si le nombre de ménages qui contractent un crédit diminue, les ménages qui continuent à contracter des crédits vont profiter des taux d'intérêt qui sont bas pour emprunter de plus grosses sommes, pour réaliser de plus gros projets. D'accord? Donc actuellement, dans l'immobilier notamment, les taux d'intérêt sont très très bas pour inciter justement les ménages à s'endetter. Donc ici, par exemple, on pouvait s'endetter pour des sommes beaucoup moindres, alors que dans ces dernières années, donc notamment à compter de 2018, on bénéficie de taux d'intérêt vraiment très intéressants. Et du coup, même si on est moins nombreux à contracter les crédits, ceux qui continuent à le faire contractent des crédits beaucoup plus importants. Ce qui explique que le taux d'endettement, lui, a augmenté, même si le nombre de ménages sur l'ensemble des ménages français à avoir contracté un crédit diminue. Donc pour le surendettement, bon, vous avez quelques informations ici, donc je vous les ai mises ici, mais là où il faut se concentrer, c'est bien que l'épargne
donc dépend, la capacité de financement dépend de notre capacité à épargner. Cette capacité à épargner dépend du montant du revenu disponible ainsi que de l'âge, entre guillemets, du ménage. Donc les ménages épargnent plus ou moins selon leur âge ou leur revenu. Et lorsque l'épargne est insuffisante, les ménages ont recours au crédit pour financer des projets, même si l'épargne existe, les ménages ont quand même recours au crédit pour financer les gros projets qui requièrent de gros investissements, notamment l'immobilier, etc. Et enfin, cette demande de crédit dépend du contexte économique, de l'évolution du chômage, du pouvoir d'achat, ainsi que du niveau des taux d'intérêt.